Au lieu d'être enfermée dans mes stratégies qui ne fonctionnent pas pour essayer de nourrir des besoins dont je n'ai pas conscience, je vais essayer d'aller conscientiser. C'est ça, de m'autoriser à ressentir, non pas pour être enfermée dans mes ressentis, mais pour pouvoir en faire quelque chose. Je suis Marie Sokolovitch, formatrice en régulation non violente des conflits, habitante d'un lieu collectif qui s'appelle la Ferme de la Chaux en Bourgogne, et je suis aussi chrétienne dans mon chemin de foi. La communication bienveillante, ça s'appuie sur 4 étapes, les 4 étapes qui ont été modélisées par Marshall Rosenberg. Donc la première étape, ça va être déjà de distinguer entre ce que je vois, ce que j'observe, ce qui est de l'ordre du fait, et ce que j'interprète, ce que je me dis, ce que j'imagine, mes opinions, ce qui est de l'ordre de l'opinion, de la croyance, de la pensée, tout en disant les deux sont bonnes. Hein. C'est pas bien de penser et de croire ou d'imaginer, mais c'est juste de faire la distinction entre ce que je vois et ce que je juge ou ce que je me dis. Donc si je dis que Jules est sans cesse en retard, ou si je dis ça c'est donc l'expression de mon opinion, de mon jugement. Et si je dis Jules cette semaine est arrivé 3 fois à 9h05 au lieu de 9h, voilà, ça va être de l'ordre du fait. Qu'est-ce qui est intéressant dans ça? C'est de dire que si je dis Jules est en retard, je vais catégoriser Jules est toujours en retard. Si je dis Jules est toujours en retard, c'est un retardataire. Je vais catégoriser Jules et l'enfermer dans quelque chose. Si je dis Jules a été en retard 3 fois cette semaine, je vais pouvoir avoir des billes pour pouvoir changer les choses. Parce que je vais dire voilà les faits. Et je ne suis pas en train de dire à Jules, tu es toujours en retard, de toute façon avec toi c'est insupportable, ça ne va pas changer. Mais je lui dis, tu vois, les 3 fois où tu es arrivé 5 minutes en retard, eh bien moi j'avais déjà prévu un topo pour la matinée et ça m'a décalé dans ce que j'ai fait, par exemple. Et donc on va pouvoir trouver un chemin ensemble pour que lui dise, bah écoute, dans ce cas ne m'attends plus à 9h, attends-moi à 9h15, comme ça j'ai le temps d'arriver, de me poser et puis on part après. En tout cas, on va trouver un chemin qui serait une 3e voie. Donc la première étape, c'est je distingue entre ce que je vois, ce que j'observe, ce qui est des faits, et ce que je me dis. La 2e étape, c'est qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je vis à l'intérieur? Comment je me sens? Donc ça va être tout ce qui est de l'ordre des émotions, des ressentis, des sentiments, les perceptions physiques, etc., etc. Donc plus on va finement sur le comment je me sens, plus on va pouvoir aller de plus en plus facilement sur la 3e étape qui est, elle, très importante pour pouvoir après se mettre en route, c'est l'étape des besoins. Parce que nos perceptions, ce que nous dit Marshall Rosenberg, c'est que nos perceptions, nos ressentis, nos sensations ne sont pas juste là pour nous embêter, mais sont là pour nous indiquer qu'il y a des besoins en nous qui ne sont pas satisfaits. Par exemple, si je suis épuisée, j'ai peut-être un besoin de repos qui n'est pas répondu. Ça paraît très basique. Mais si je suis agacée, qu'est-ce que ça pourrait être le besoin derrière? Effectivement, je peux peut-être avoir un besoin de respect, de clarté, etc., etc. Je peux avoir un besoin de sécurité, je peux avoir un besoin, plein de besoins. Peut-être que je vais exprimer de l'agacement ou de la colère, mais mon besoin derrière, par exemple, si c'est, je sais pas, du respect, je peux me mettre en lien avec peut-être l'autre personne qui va peut-être pas vivre les mêmes émotions, mais qui a aussi ce besoin-là de respect. Donc tous les humains, pour Marshall Rosenberg, ce qu'il explique dans sa théorie, c'est que tous les humains, on est tous reliés par les mêmes besoins qui nous animent. Voilà. Et une fois que j'ai identifié ce ou ces besoins, ça me permet de reprendre pouvoir sur moi. C'est un outil aussi d'empowerment, de reprise de pouvoir sur moi, reprise de ma responsabilité, parce que ce n'est pas « tu m'énerves, donc c'est toi qui es pénible, donc je peux rien y faire ». C'est « moi je suis agacée quand un tel fait ça ». Donc qu'est-ce que moi je peux faire pour me mettre en route, pour aller nourrir peut-être ce besoin de respect ou de clarté qui est chez moi. Donc ça va être revenir sur soi, non pas pour faire de l'auto-centrage, mais plus pour faire du reprendre pouvoir sur qu'est-ce que je vis. C'est pas le tu qui tue, comme disait Jacques Salomé, mais c'est le je. Je prends pouvoir sur ce que je vis. Et ce qui va nous amener donc à la 4e étape,
qui elle va être la demande ou la mise en œuvre, la mise en place, la mise en action. Donc une fois que j'ai identifié ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, quel était le besoin ou les besoins pas très satisfaits là derrière, je peux aller sur, bon, bah oui, maintenant, quelle stratégie je vais utiliser pour aller nourrir ce besoin de façon le plus adéquate possible, que ce soit le plus nourrissant possible. Et dans le cadre du conflit, si je fais cette étape-là pour moi, ces 4 étapes-là pour moi, ce chemin-là, et que je vois avec l'autre qu'il fait aussi ces étapes-là et ce chemin-là, on va pouvoir ensemble aller regarder sur quelle stratégie on pourrait trouver ensemble pour nourrir à la fois le tien et à la fois le mien de besoin. Donc voilà, ça c'est en résumé le début du chemin vers l'autre et de la communication par la communication bienveillante, selon Marshall Rosenberg. Il y a Thomas Dansembourg, qui est aussi un thérapeute, lui est belge, européen, qui a aussi beaucoup développé sur la communication non violente. Notamment, il a écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai », par exemple. Mais d'autres aussi, d'autres livres aussi. Et lui, il parle de sortir de nos enfermements. Et je trouve très parlant, en tout cas, cette image de « on sort de nos enfermements ». C'est-à-dire qu'au lieu d'être enfermé dans mes stratégies qui ne fonctionnent pas pour essayer de nourrir des besoins dont je n'ai pas conscience, je vais essayer d'aller conscientiser. Donc les bénéfices immédiats, ça va être déjà de sortir de l'impuissance par rapport à ce qui m'arrive, ma foi, le fatalisme. Du coup, de prendre conscience de en fait, ce que je vis, c'est pas seulement des trucs inconfortables, désagréables, voire négatifs, mais c'est des outils pour m'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ça, de m'autoriser à ressentir, non pas pour être enfermé dans mes ressentis, mais pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir aller plus loin, aller sur les besoins et aller sur mettre en place peut-être des choses plus nourrissantes pour moi. Donc moi je trouve que ça aide à sortir de l'impuissance, de « ah bah il m'arrive ça, j'y peux plus rien ». Ça m'aide aussi à sortir de tous ces... Enfin, à sortir, j'en suis pas sortie, mais à prendre petit à petit conscience de jeux psychologiques pas très chouettes qui peuvent se jouer avec les autres, si je suis toujours la sauveuse des autres ou si je vais être la victime, ah bah il m'arrive toujours ça, etc. Donc ça veut pas dire qu'on en sort, mais ça veut dire qu'on prend petit à petit conscience et on prend petit à petit de plus en plus, bien sûr humblement et petitement, mais on reprend petit à petit pouvoir un petit peu plus sur soi. Mais ça nous amène à chaque fois plus loin à dire « ah bah ça j'avais pas pensé, mais je suis enfermée aussi là. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. » Mais ça donne des clés. Et j'aime bien cette phrase de Thomas Dansembourg, pour sortir de nos enfermements. Donc nos enfermements dans lesquels on est et on peut se sentir coincé. Sortir de l'impuissance.